Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va continuer un peu l'histoire et ça va vraiment être un épisode très axé sur l'histoire. Je voulais faire un épisode sur la physiologie parce que c'est ce que j'avais envie de faire en ce moment. Donc j'avais choisi de faire sur l'estomac. J'avais pas encore fait de gastro entéro sur le podcast, donc je me suis dit allez, c'est parti. Donc c'est ce que j'ai fait. Par contre, vous avez sûrement déjà fait un peu de physiologie, vous savez qu'il y a énormément d'hormones, d'enzymes, etc. Et c'est très compliqué de tout condenser dans une histoire et de permettre de retenir toutes ces hormones et ces enzymes. Donc il y a quelques grands mécanismes que j'ai réussi à mettre dans l'histoire, mais après il y a surtout la fiche de cours qui, je pense, dans ce type d'épisode est peut-être un peu plus intéressante. Après, chacun ressortira de l'épisode avec le meilleur, j'ai envie de dire, de ce qu'il était capable de retenir. Mais je préfère prévenir en avance. Maintenant, écoutez, voyez ce que vous pouvez retenir. N'hésitez pas à revenir sur la fiche de cours parce que comme je disais, il y a pas mal d'hormones. Donc on va faire tout ça. Je reprends l'histoire. On va avancer, vous allez voir. Enfin, on va atteindre une étape, dans cette histoire. La nuit commençait à tomber lorsque notre groupe arriva à Ratusian. La ville était très sombre, entre les bâtiments de 3 à 4 mètres de haut et les ruelles particulièrement étroites. Nos voyageurs, bien fatigués du voyage et de leur dernière péripétie, cherchaient un endroit où passer la nuit. La ville semblait bien vide. Finalement, après être passés par quelques rues escarpées, ils virent de la lumière dans ce qui semblait être une auberge. La façade était maussade et peu accueillante. À défaut d'avoir une meilleure solution, ils décidèrent d'y entrer. En passant la porte, une chaleur réconfortante venait caresser leurs joues, mais toutes les tables étaient vides. La plupart, rondes, en bois, n'étaient même pas dressées pour recevoir des clients. Après quelques secondes à scruter le lieu, il y eut du mouvement derrière le bar. Une petite femme, d'environ 1,30 m, sortit de derrière son comptoir, qui mesurait la même taille qu'elle. Elle avait un grand sourire et leur lança un bonjour, très enjoué. Elle enchaîna: « Je ne m'attendais pas à recevoir des clients ce soir, que faites-vous ici ?» Milo, tout aussi surpris que le reste de ses compagnons par cette question, lui répondit: « Nous venons d'arriver en ville. Est-ce normal que la ville semble aussi morte ?» La petite dame leur proposa de s'asseoir, leur servit à boire et à manger, puis leur raconta l'histoire de cette ville, la raison pour laquelle elle était particulièrement vide ce soir-là. Pour commencer, savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui ? La réponse fut de simple négation de la tête. Elle continua: Nous sommes le jour de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la durée du jour est aussi longue que celle de la nuit. Tous les ans, ce jour de l'année, un étrange phénomène se déroule au lac sans fin. C'est un lac composé de 3 parties distinctes, une partie haute, une moyenne et une basse. La partie haute, la plus large et grande, permet d'augmenter la portée d'absorption du tourbillon, tandis que les 2 parties les plus basses permettent réellement de créer le tourbillon par leur contraction. La particularité d'aujourd'hui, c'est que ces 2 parties basses en particulier vont devenir encore plus actives. Elles se resserrent d'autant plus fort et vont finalement vider le lac et augmenter la puissance du tourbillon. Cette vidange dure 3 à 4 heures en général et est particulièrement puissante, ce qui entraîne des secousses dans toute la ville. C'est pourquoi les habitants préfèrent passer leur journée chez eux, en sécurité, pour éviter tout accident. Trizy demanda: « Pourquoi ce phénomène n'a lieu qu'une seule fois dans l'année ?» La réponse fut complexe. Il y a différents mécanismes mis en place. On sait que le lancement de la vidange est lié à une autostimulation du tourbillon. Il va s'accélérer tout seul pour lancer sa vidange. Cependant, l'arrêt du phénomène vient de plus bas, de sous le tourbillon, de cette zone que nous ne connaissons pas. On sait que la composition de l'eau change durant cette période, mais nous ne savons pas en dire plus pour le moment. Notre chance, c'est de pouvoir anticiper cette vidange très précisément. Des signaux sont perçus dans l'eau bordant le tourbillon et permettent de prévenir le début de la réaction. Aujourd'hui, nous possédons tous un petit appareil qui vient faire une série de 3 bips lorsqu'une nouvelle vidange va commencer. C'est un signal de Pavlov. Trizy continua: « Mais il fait déjà nuit. Même si nous n'avons pas été voir le lac, j'imagine que la vidange a déjà eu lieu. Donc les secousses doivent être terminées. Pourtant, il n'y a personne dehors. » La dame lui répondit: « La vidange peut se dérouler dès le début de la journée, mais peut aussi avoir lieu la nuit. Et il n'y a pas forcément une seule vidange par jour. Même si le lac est déjà presque vide, de nouvelles vidanges peuvent se dérouler, bien qu'il n'y ait presque plus d'eau évacuée. » À ce moment précis, sans que le signal de Pavlov ne se déclenche, une secousse se fit ressentir. Et on est déjà à la fin de l'histoire. Ça a été vite, ça a été rapide,
Il y a eu des petites infos, on va voir si vous avez réussi à les capter. Donc on passe tout de suite à la traduction médicale et je vais commencer par un peu d'anatomie pour qu'on soit sur de bonnes bases. L'estomac, il a une forme de J et il a 3 parties. Le fundus, c'est la partie haute, puis il y a le corps et enfin il y a l'antre, c'est la partie distale. Comme les 3 parties du lac, j'imagine que vous l'avez capté. Les aliments arrivent dans l'estomac en passant par un sphincter qui s'appelle le cardia et sortent par un autre sphincter qui s'appelle le pylore. Le fundus est capable de se relâcher et de se dilater. C'est un réservoir temporaire. Sur un scanner debout, la bulle d'air qu'on va voir sur l'imagerie, ça nous permet de situer l'estomac. Parce que quand le scanner est debout, la bulle d'air est dans le fundus. Ça remonte. L'estomac distal, lui, composé du bas du corps et de l'antre, permet de mélanger, de déplacer et de vidanger. La fonction principale de l'estomac, au final, c'est pas vraiment la digestion en tant que telle, mais c'est surtout broyer et mélanger les aliments. Contrairement à la majorité du tube digestif, l'estomac est composé de 3 couches musculaires lisses, la couche longitudinale, la couche circulaire et la couche oblique. Ensuite, dans l'estomac, le bol alimentaire, on l'appelle le chyme. L'estomac va sécréter du HCl et des enzymes pour amorcer la digestion des protéines dans la partie basse de l'estomac. Mais si on essaye de suivre un peu dans l'ordre comment l'estomac gère l'arrivée du chyme, on a le système parasympathique qui est mené par le monoxyde d'azote et la sérotonine, le NO et la 5-HT si vous préférez, qui va anticiper l'arrivée des aliments par des mécanorécepteurs pharyngo-œsophagiens. Et ça, c'est le réflexe de Pavlov, comme le signal de Pavlov dans l'histoire, qui anticipe le début d'une nouvelle réaction. Le réflexe de Pavlov, lui, il anticipe l'arrivée des aliments dans l'estomac. Le temps gastrique, il est de 3 à 4 heures, ce qui revient au temps de vidange du lac. Après, ça peut prendre un peu plus de temps si le contenu du bol alimentaire il est riche en graisse. Et globalement, pour ce passage dans l'estomac, on a 2 réflexes importants. Il y a le réflexe gastro-gastrique. Lui, il veut accélérer la vidange gastrique. Plus il y a de chyme, plus l'estomac veut que l'évacuation soit rapide. Et c'est l'autostimulation du tourbillon. Le réflexe ensuite duodéno-gastrique, lui, il veut ralentir la vidange gastrique. Il va notamment avoir lieu lorsque le chyme il est trop acide. Et ça, c'est l'arrêt du phénomène de vidange, bien que dans l'estomac, c'est juste un ralentisseur. Et il faut savoir du coup qu'il y a beaucoup d'hormones qui participent à la digestion de manière générale. Et c'est évidemment le cas dans l'estomac. Et je vais essayer de les résumer de manière simple et efficace, mais bon, je vous préviens, ça fait un peu liste. Il faudra peut-être écouter plusieurs fois, mais je ferai aussi un récap de toutes ces hormones en réel sur Insta. On va commencer par les hormones qui stimulent la vidange gastrique. Déjà, on a la gastrine de l'estomac et la motiline de l'intestin. Elles accélèrent le transit et le brassage. La gastrine permet aussi d'accélérer la sécrétion d'HCl et la croissance de la muqueuse. Et on a le GRP, le Gastrin Releasing Peptide, qui stimule la sécrétion de la gastrine. Et donc ça, c'est les quelques hormones à retenir pour l'accélération du passage gastrique. Gastrine, motiline, GRP. Ensuite, il y a les hormones du réflexe duodénogastrique qui, elles, veulent ralentir le transit par rétrocontrôle. On va retrouver notamment la sécrétine, la somatostatine, le GIP, la cholécystokinine et le VIP. La sécrétine, elle est favorisée par les lipides qui ne sont pas digérés et par l'acidité trop importante dans le duodénum. Le but, c'est de ralentir la vidange gastrique pour laisser le temps au duodénum de faire son travail. Alors que de l'autre côté, on a le GIP qui, lui, est plus généralement favorisé par le glucose, les lipides émulsifiés, les acides aminés et les ions H+. Ensuite, il y a la cholécystokinine, la CCK, qui accélère le brassage, mais par contre, elle ferme le pylore. Donc, elle veut vraiment mener un brassage, elle veut vraiment mélanger tout ce qu'il y a dans l'estomac, mais ne veut pas qu'il sorte. Ça ferme le pylore. Et donc toute cette inhibition, ça permet de laisser le temps de digérer les lipides qui sont les plus longs à être digérés au niveau du duodénum, mais aussi de baisser l'acidité du chyme et de digérer l'amidon et les protéines quand même un peu aussi. Je fais petit aparté aussi, je vais pas détailler la physiologie du vomissement ici. Même si ça fait partie un peu de l'estomac, mais je vais pas le détailler ici. Par contre, je vais faire un petit point sur les cellules de l'estomac qui sécrètent toutes ces hormones.
Je dirais que c'est la partie la moins importante à retenir dans un premier abord de cet épisode, mais je veux quand même le poser. Parce qu'il y a plusieurs types de cellules dans les glandes qui vont sécréter les différentes hormones. Déjà, il y a les cellules bordantes pariétales, qui sont situées en majorité dans le fundus, et elles sécrètent l'HCl et le facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque, son but, c'est de favoriser l'absorption de la vitamine B12. Dans le fundus et le corps, ensuite, on retrouve aussi les cellules principales qui sécrètent le pepsinogène et les cellules à histamine qui protègent les sécrétions acides. Et donc le pepsinogène, j'en ai pas encore parlé, mais c'est le précurseur de la pepsine et il permet de la dégradation des protéines, la première étape de la digestion des protéines. Ensuite, dans l'antre, il y a les cellules endocrines, parmi lesquelles on retrouve les cellules G à gastrine, les cellules D à somatostatine et les cellules à GRP. Et dans tout l'estomac au global, il y a des cellules muqueuses qui vont sécréter le mucus et les ions bicarbonate. Le mucus, lui, protège les cellules gastriques. Pour terminer cet épisode et faire un mini résumé de ce qui est important, il y a 3 phases dans la sécrétion gastrique, la phase céphalique, la phase gastrique et la phase intestinale. La phase céphalique, c'est le réflexe vagal ou pneumogastrique, avec notamment le réflexe de Pavlov. Ça anticipe l'arrivée des aliments. Donc c'est le cerveau qui envoie le signal que des aliments vont arriver dans l'estomac. Ensuite, il y a la phase gastrique. Là, c'est la distension du fundus par l'arrivée des aliments et ça va stimuler la sécrétion acide et notamment le réflexe gastro-gastrique. Et enfin, il y a la phase intestinale qui, elle, va inhiber la sécrétion de l'acide gastrique lorsque cette acidité au niveau du duodénum va être trop importante, donc le réflexe duodéno-gastrique. Et avec tout ça, on a déjà fait un point très global sur la physiologie de l'estomac. On a vu un peu comment ça fonctionne, quels sont les différents réflexes mis en jeu et les hormones mises en jeu aussi. Donc c'est un rappel en fait cet épisode. C'est pas forcément ce qu'on nous demande pour les EDN, etc. précisément, mais je trouve que c'est toujours bien de comprendre la physiologie pour retenir tout le reste. Donc je le pose, vous l'avez là. J'espère que vous appréciez quand même ce type d'épisode. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite de bonnes révisions.